Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Et une fois n'est pas coutume, émission La Feuille de Match qui fait suite à une annonce. L'annonce du TFC qui serait potentiellement mise en vente. On avait déjà eu le cas la saison dernière. On avait même fini en une de l'équipe. C'était début d'année civile 2024. Rebelote, vente du TFC, des rumeurs, des infos qui circulent de partout. Vincent, tu nous as fait un point là-dessus, un monologue, ce que je vois. Est-ce que tu veux nous dire tout ça? Bien sûr, n'oublie pas le hashtag vente TFC sur Twitter pour référencer ça. C'est les 3 minutes ou c'est une autre? Non, malheureusement c'est une chronique bossée, je suis désolé. Donc le TFC est-il en vente? Comme tout le monde, nous l'avons appris dimanche matin, nous n'avons aucune autre information de plus que ce qui est sorti dans la presse. Et tant qu'il n'y aura rien de concret ou une communication du TFC, nous n'entrerons pas dans un jeu de spéculation. Comme pour le mercato, nous attendrons de l'officialisation. S'il y a du nouveau dans la semaine, on approfondira bien évidemment dans l'émission de vendredi. On essaiera d'avoir des spécialistes pour échanger là-dessus. Maintenant que nous avons dit ça, nous pourrons faire un point chronologique sur les informations dont tout le monde dispose. Dimanche, l'équipe nous évoque l'intérêt du fonds Worldgate Investment, donc WGI, qui est basé à Dubaï, qui souhaiterait racheter les parts de Redbird Capital Partners, soit 85% du TFC. Les 15% restants appartiennent toujours à Olivier Sadran. Assez discret dans le monde du sport, ce fonds d'investissement, qui n'est pas un fonds souverain, donc qui n'est pas rattaché à quelconque pays, aurait tenté de racheter le Standard de Liège le mois dernier. Le personnage clé de WGI pour le sport, c'est l'ancien international congolais qui est toujours joueur en activité, Paul-José Mpoku, 222 matchs du côté du Standard et ancien capitaine, c'est pour ça aussi qu'il souhaitait le racheter, et qui en plus joue encore en D1 roumaine à Arad. Donc il a sa carrière de businessman en même temps que sa carrière de footballeur professionnel. Il est chargé du département football au sein du groupe émirien. Il a répondu aux sollicitations des violets et du journaliste de l'équipe qui suit le TFC, Hugues Sionis. Il a dit qu'il y a bien un intérêt de WGI, mais c'est une prise de contact, de renseignement pour le moment. Aujourd'hui, le nom de la banque mandatée par Redbird est sorti de sa bouche. Il s'agit donc de Moelis, à qui le fonds d'investissement a fait un mail pour avoir les informations sur les éventuels montants. Il a quand même dit à l'équipe, on a juste envoyé un mail pour avoir des infos parce qu'on avait entendu que le club était en vente. De son côté, le club n'a lui pas souhaité communiquer ou répondre aux sollicitations pour le moment. Et comme dit Fred et comme dit Camille, de toute façon, c'était un fonds d'investissement Redbird, donc on est en vente depuis le premier jour. Je pense que tu n'es pas connecté, mon cher Clément. Sacha, peut-être tu veux nous le dire avec la voix de Fredo, peut-être? On est en vente depuis le premier jour. Ouais, Redbird, c'est comme ça. Hein. Merci. Voilà, toujours présent. Magnifique. Il fallait pas passer à côté, ça aurait été dommage. Ça, c'est vrai. Non, mais beau résumé, Vincent. Merci. Je vais boire un petit peu maintenant. C'est vrai que tu as beaucoup écrit, tu as beaucoup parlé. Tu peux te reposer. Allez, bonne soirée, merci. Non, mais bon, comme tu l'as dit, si jamais il y a des suites, par rapport à ça, on donnera toutes les informations. Mais voilà, ça reste des rumeurs. Et ça reste des choses qui nous dépassent et sur lesquelles on ne peut que spéculer, des choses dont on va se passer, puisqu'ici, on va plutôt se concentrer sur ce qui s'est passé ce week-end, en enchaînant avec notre chronique sur l'académie et les féminines. Divine, oui, la frappe de Divine. Oui, voilà, magnifique but. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM, et ça, c'est pas beau. C'est bon ça, voilà. C'est beau. Et avant d'enchaîner, je précise quand même que tout ce qui concerne la vente du TFC, on voit vos messages si jamais ça vous intéresse. C'est tout à fait possible d'en faire un débat plus tard sur une émission ou de recueillir les avis. Oui, ça sert notamment sur les émissions du vendredi où on n'a pas les retours de match. C'est ça. Concrètement, s'il y a du nouveau vendredi, ça sera l'actu principal de l'émission, clairement, bien sûr. Donc gardez vos avis, vos questions sur ça, on se fera une joie d'y répondre. Exactement. On démarre ce gros retour sur les résultats du week-end avec les informations de la Fabrique Violette concernant la préformation. Comme chaque semaine, les 14 se sont imposés. Ils ont battu Tarbes 4-0 pour le dernier match du championnat avant les vacances scolaires. Ce samedi, les U12 et les U13, ils ont accueilli leurs homologues de Pau pour des matchs amicaux avec 2 victoires. Une 6-2, une 4-0, donc que des gros scores pour nos jeunes. Puis les U13, ils participeront ce week-end à Auch au challenge Éric Carrière, l'ancien joueur de Ligue 1 qu'on connaît bien, et les U14 iront à Sens pour le prestigieux Sens. C'est dans Lyon, c'est pas en Angleterre. Ne nous fais pas rêver. Pour le tournoi sans frontières, donc il y aura notamment Saint-Étienne,
le RC Lens et le Real Madrid, un petit club espagnol qui passait par là dans leur poule. Donc des grosses écuries pour nos pitchouns. Et puis on a aussi les U16 qui sont du côté de la Floride pour la génération Adidas Cup, donc un tournoi qui est organisé par la MLS. Le TFC qui a terminé deuxième de son groupe avec une victoire 1-0 contre Atlanta, une défaite 3-1 contre San José et puis la victoire contre Minnesota. Ça nous donne une bonne performance puisqu'on a les 10 premiers du groupe et les 6 meilleurs seconds qui se qualifiaient pour les 8e de finale du tournoi principal. Et puis donc le TFC il sera reversé dans un tournoi de classement. Donc encore des choses à jouer et puis ça fait quand même un gros déplacement pour des jeunes joueurs qui ont plutôt performé et puis on verra ce que ça donne. Les 8e de finale, ce sera contre Saint-Louis demain. La fin du tournoi, ce sera pour dimanche. Donc ça va s'étaler sur toute la semaine et puis on vous donnera les résultats dès qu'on les aura. Pour l'académie, il s'est aussi passé des choses, mon cher Vincent, notamment du côté de la N3 qui jouait sur l'annexe 1. On va commencer avec des bonnes nouvelles. C'était le match qui était juste avant celui des pros. D'ailleurs, il s'est fini par la première mi-temps de TFC Lille. Victoire de 1 contre Lège Cap Ferré avec des buts de Zuliani de Wasbauer, qui c'était son retour à la compétition après une blessure. Il a marqué sur une tête sur un corner, si je ne dis pas de bêtises, à l'heure de jeu. Le TFC est 4e à 2 points de Colmier second, mais avec que 3 points sur le 9e. C'est toujours aussi serré dans ce championnat de National 3. Il reste 4 matchs encore pour espérer une seconde place et une faillite de l'Aviron Bayonnais pour monter en National 2. Du côté des U19, malheureusement, c'est la défaite qui a fait mal, puisqu'ils étaient opposés à l'Olympique de Marseille, qui était 3e. Malgré la titularisation de Metallic Envo et Saka qui sont venus renforcer ce groupe, alors qu'ils sont très souvent avec les pros, il y a eu une défaite 4-0. Non, du côté de l'OM aussi, on avait fait redescendre des joueurs professionnels. Il y avait 4-0 déjà à la demi-heure de jeu, donc il reste 2 matchs pour garder 1 point d'avance sur Saint-Etienne. Et 2 points sur l'OM et éventuellement Montpellier qui a aussi un match de retard. Le TFC ira à Nice qui est 5e et recevra Rodez qui joue son maintien. Donc encore du suspense dans ce championnat 19, mais ça marque un petit coup d'arrêt quand même dans la série de nos pitchos. On espère qu'ils vont pouvoir se reprendre. Les U17. Juste avant, on a Camille qui nous dit que Zuliani en plus s'est déchiré les ischios malheureusement sur le match. Ce serait une fin de saison. Fin de saison Pour lui. sur le match de la N3, donc c'est pas des belles nouvelles. Ouais. Et, fin de saison pour Eddy Zuliani. Donc, apparemment, ouais. Bon, on va confirmer. Ça fait partie du lot, mais les blessures à ce stade-là, c'est quand même compliqué d'espérer un retour. Les 17 oui du coup qui sont imposés contre la Lanterne Rouge Mérignac, c'était à domicile 3-0. Ils remontent au 9e rang et officialisent leur maintien enfin. Les buteurs, c'est Delarue, Mache et Belangotte. Je connais pas cette rue. Faut enchaîner, c'est ça? Écoute, on fait ce qu'on peut. Ouais. C'est le plus jeune de l'équipe qui fait les blagues de boomer, c'est terrible. C'est triste. La vieillesse, c'est nos franches et la jeunesse aussi. On enchaîne, vous le savez, avec ce qui s'est passé pour nos féminines, puisqu'il y avait un match important de seconde ligue ce week-end également. Et pour en parler, on a le coach Antoine Gérard qui est avec nous au téléphone normalement. Est-ce qu'il nous entend? Je vous entends très bien, messieurs. Merci coach d'être avec nous. Comment ça va en ce mardi après quelques jours qui ont suivi la grosse victoire du TFC contre Le Mans 3-0? Ça va très bien. Très bien. Merci. Justement, on va en parler de ce match puisque on a annoncé un match compliqué dans l'émission la semaine dernière. Au final, il y a une victoire qui est assez nette malgré un match qui était un peu disputé. Quel est le sentiment après une telle victoire qui a donné, je suppose, la confiance à tout le groupe et qui permet de rester dans la bonne dynamique sur la fin de saison? Mais effectivement, c'est un adversaire qui, sur le papier, était vraiment coriace à jouer. Et en fait, les filles se le sont rendues faciles parce qu'elles ont joué avec une intensité rare depuis le début de saison. Elles étaient habitées d'une mission ce week-end. Et les courses, le nombre de courses défensives et l'intensité qu'elles ont mis dans tout ce qu'elles ont fait, je pense, a permis d'assommer un adversaire qui pourtant présentait quand même beaucoup d'atouts pour nous embêter. Elles n'ont pas réussi vraiment à les mettre en avant parce qu'on leur a pas laissé le temps, quoi. Donc les filles ont fait vraiment un très gros match. Alors nous de notre côté, on a Mathilde qui était aux abords du terrain, qui nous a fait un petit résumé du match en disant que la première mi-temps était la plus plaisante qu'elle avait vue cette saison en seconde ligue avec des Manceaux, une équipe du Mans qui était très à l'aise sur les 10 premières minutes, mais un TFC qui n'a plus été inquiété ensuite du match avec une grosse efficacité qui a fait la différence. Et puis elle nous a aussi laissé des petites questions, notamment quelles avaient été les consignes données à la mi-temps, puisque c'est une des choses qui a fait la différence d'après ce qu'elle nous a dit. Alors,
grosse efficacité, je suis pas forcément d'accord avec Matt parce que on a quand même beaucoup d'occasions de 2-0 ou de 3-0 même en première mi-temps qu'on met pas. Mais très honnêtement, à la mi-temps, les filles ont verbalisé qu'elles pouvaient avoir une petite crainte sur le plan défensif. Donc on leur a présenté plusieurs options et c'est elles qu'on choisit. Donc elles sont rentrées dans la deuxième mi-temps en ayant eu un parti pris sur la manière dont elles devaient s'organiser pour défendre. Ça a très bien fonctionné. Donc tout le mérite leur revient. Elle nous disait notamment ça par rapport au fait de punir l'équipe en face sur leurs erreurs à chaque fois et surtout aussi avec la présence des individualités. On pense forcément à Céline Toulkoula qui est encore impliquée sur les 3 buts. Est-ce que c'est, je suppose que c'est une satisfaction. Est-ce qu'on s'attendait à avoir des individualités qui répondent présents à ce niveau et puis qu'est-ce que ça fait d'avoir des joueuses sur qui on peut se reposer comme ça quand il y en a la nécessité. En fait, c'est plaisant de voir que dans les moments décisifs, elles sont là. C'est surtout ça, parce que je pense que Le Mans a eu des joueuses impactantes sur le début de saison qui leur ont permis de basculer à la mi-saison là-haut. Mais là, dans le Money Time, elles sont un peu moins présentes, alors que les nôtres, elles commencent à émerger de plus en plus. Donc forcément, Célène, elle est mise en lumière et Célène, elle marque à tous les matchs depuis déjà quelques temps. Célène est excessivement décisive pour son équipe et j'espère qu'elle le restera jusqu'à la fin de saison. Mais vu la manière dont elle s'entraîne, j'en serais pas étonné. Mais de manière générale, je trouve que l'équipe a fait des efforts incroyables collectivement, je trouve, sur le plan défensif. Et s'est projeté avec énormément d'intensité à chaque récupération du ballon. Voilà, on a pressé un petit peu moins haut que d'habitude, on s'est organisé différemment. Mais pour autant, on a joué avec une énorme intensité. Donc voilà, si Célène forcément est à saluer parce qu'elle a été décisive en marquant et en faisant marquer, je voudrais féliciter vraiment l'ensemble de l'équipe parce que la performance collective, elle a été fondamentale ce week-end. Justement, en parlant de cette intensité, on a vu aussi qu'il y avait beaucoup de monde aux abords du terrain qui est venu soutenir les filles. Donc grosse journée. Et puis là, on va enchaîner une période un peu plus tranquille avec Marseille qui a gagné à Lens et qui va aussi avoir l'opportunité de repasser devant avec une semaine sans match. Comment est-ce qu'on va gérer ça de notre côté ? Franchement, il était temps qu'on soit à égalité de matchs joués. Parce que depuis le temps qu'on se dit mais Marseille a un match en moins, mais Marseille si, je suis pressé qu'elle joue, quitte à ce qu'elle nous passe devant, au moins on saura à quoi s'en tenir sur la fin de saison. Mais voilà, qu'on revienne à égalité de match et qu'on sache où on va. Nous on va forcément aller à Lille avec l'ambition de gagner notre 6e match d'affilée. Elles vont essayer de faire pareil à Orléans ce week-end, elles accueillent Le Mans derrière. En fait, voilà, ça va se faire week-end par week-end. Ça va être dur de se projeter parce que les deux équipes sont très proches et vont rester très proches, je pense, jusqu'au bout. Donc voilà, week-end après week-end, on va essayer de faire un meilleur résultat qu'elle, ou en tout cas faire le meilleur résultat possible pour nous. Et puis on verra à la fin, quoi. Dernière question, coach, de Mathilde qui nous demande, vu qu'on arrive dans le dernier sprint de cette saison, est-ce qu'à la sortie de ce match, il y a des axes de travail particuliers qui ont été identifiés pour justement aborder de la meilleure des manières les derniers matchs de cette saison et se donner toutes les chances pour aller chercher la montée ? Des axes de progression, je pense qu'il y en a tout le temps. Et le truc, c'est que là, le projet de jeu, globalement, il est connu, maîtrisé, j'ose le penser, maîtrisé à peu près par l'ensemble de l'équipe, puisqu'on arrive dans le dernier mois de compétition. Donc, elles ont des repères. On essaye de travailler à chaque fois en fonction des spécificités que l'adversaire peut nous proposer le week-end. Notre volonté, avant tout, c'est qu'elle génère de la fraîcheur et qu'en fait, elle reste en capacité de performer jusqu'au 18 mai. Donc, on a coupé le week-end avant Le Mans et franchement, c'est sans regret. Elles sont arrivées pour entamer la semaine ressourcées et vu ce qu'elles ont donné dimanche, on est sans regret. Elles vont couper ce week-end et elles reviendront
en début de semaine prochaine pour préparer Lille. Voilà, on a, encore une fois, je le dis et redis plusieurs fois dans l'émission, on a beaucoup de joueuses qui sont en double projet, qui sont sursollicitées aussi à l'extérieur du foot. Pour nous, ce qui est très important dans le sprint final, c'est qu'elles restent en bonne santé et qu'elles soient capables de donner le meilleur d'elles-mêmes le week-end. Donc on va penser au repos aussi. On peut terminer peut-être avec un petit mot sur les autres équipes, puisqu'il y a quand même eu aussi un match avec un scénario assez fou pour la R1 qui a été chercher la qualif pour les demi-finales de la Coupe d'Occitanie, et puis aussi un scénario plutôt à l'inverse pour les U19. Justement, on se demande qu'est-ce qui s'est passé pour ces deux équipes quand on voit la déconvenue des 19 et en même temps cette qualification au bout du bout pour la R1. On a des problèmes de quantité d'effectifs depuis le début de saison, puisque voilà, des choix ont été faits dans les constitutions et bon, on l'assume, même si ça a mis des équipes parfois en difficulté sur les week-ends. Et du coup, clairement, ce week-end, la priorité pour nous dans la constitution des effectifs, c'était le quart de finale de Coupe Occitanie. Donc, on a deux équipes U19, U21, mais les deux équipes restent assez jeunes, avec beaucoup de filles qui peuvent jouer dans les deux équipes. Et les U19 ayant pris des points d'avance, malheureusement, on ne pouvait pas être performante sur les deux tableaux ce week-end. Donc voilà, la priorité, ça a été la Coupe Occitanie ce week-end. Merci coach d'avoir été avec nous une semaine de plus. Je ne sais pas ce qu'on peut souhaiter pour les jours qui arrivent, mais dans tous les cas, du repos très sûrement. Et puis repos d'abord. On a aussi calculé, que le match des filles à Marseille tombait le même week-end que la Ligue 1 qui se déplace à Saint-Etienne. Donc il y a peut-être quelque chose qui peut s'organiser de ce côté-là. C'est pas si loin, Marseille et Saint-Etienne en ligne droite. Donc on essaiera de surveiller ça. En tout cas, si on peut venir nombreux pour encourager les filles, on essaiera d'organiser ça peut-être. Pour qu'il y ait ce genre d'événement, il faut qu'on soit encore dans les clous. Donc il faut continuer de gagner jusqu'à ce match. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Je l'espère aussi. Merci Antoine Gérard. Messieurs. Merci, bonne soirée. Bonne soirée et puis à très bientôt dans l'émission. Avec plaisir. Antoine Gérard, l'entraîneur des féminines dans la feuille de match comme chaque semaine, qui nous fait l'honneur à chaque fois de ses réponses à toutes les questions qu'on peut lui poser. Les filles, elles ont encore, vous l'avez entendu, beaucoup de choses à jouer. On espère qu'elles pourront se battre jusqu'au bout pour la montée et puis pour toutes les rencontres et tous les résultats de toutes les équipes du TFC. Vous les retrouvez le vendredi à 16h avec des résultats qui débarquent le lundi. Pour être le plus complet possible, on vous a parlé de cette victoire et cette qualification surtout pour la demi de la Coupe Occitanie du côté de la R1. Est-ce que tu veux nous faire un point sur le match et le score et puis le scénario qui a été assez fou, Vincent? Ouais, c'était assez fou finalement, puisque les équipes ont un petit peu eu leur tour. Ça finit à 3-3, le temps réglementaire. Esprit Violette qui était sur le bord du terrain, c'était un petit peu, c'était vraiment le match fou. Et puis victoire 5-4 au tir au but, il y a eu des ratés de chaque côté. Et du coup, doublé d'Emma Bonafou, but d'Ambre Laporterie. Et en cas de demi-finale, le TFC ira à Jacques Clapier, qui est 3e de R1. Ça sera le 11 mai. Et dans l'autre demi-finale, le Suissargues, qui est le dernier escapé de R2, recevra la réserve du RAF. Et on en parle juste avant, du coup, oui, la défaite 7-0, malheureusement, des U19 contre les Girondines, qui elles s'envolent en tête. Le TFC second, à 4 points de Bordeaux, et à 3 matchs pour prendre le point qui manque pour le maintien. 3-3, victoire au tir au but, c'est le genre de match qu'on aime. Le scénario assez fou, le scénario il a tourné dans le bon sens. Le scénario qui a tourné dans le mauvais sens, c'est celui du match de Ligue 1 entre le TFC et le LOSC samedi dernier. C'est l'heure du retour de match. C'est passé 2-3 dingueries. Mais non! Il a pris un gros rouge à la 41e pour avoir tout simplement empoigné un adversaire par la gorge. Ce gros faisant de Saïd Amoulic. Rien à signaler non plus, une note moyenne, pas de passe D, pas de but. On va passer au journal des prêtés. J'ai oublié le journal des prêtés, la faute est sur moi. J'ai suivi. Techniquement, il y a des retours de match, juste c'est pas les nôtres et c'est pas les plus intéressants, mais il y a des retours de match. Après, peut-être que ça s'est mal passé aussi, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Pas de spoiler pour cette chronique. On va commencer tout simplement avec Ibrahim Sissoko. Donc, alléluia, loué soit le petit Jésus. Il a enfin joué. Alors oui, il a joué 6 minutes, ok. Il est rentré à la 84e lors de la défaite 1-0 de Sheffield contre Oxford. Alors vous me direz, 6 minutes, c'est pas beaucoup. Mais c'est plus que sur les 3 derniers matchs réunis de son équipe. Donc voilà, apprenons à nous contenter de peu maintenant. Le crack. Le crack, qui est soit sur le banc, soit dispute des 5-6 minutes par-ci par-là. Donc voilà, il nous tarde de le revoir sous le maillot toulousain, n'est-ce pas? Vraiment pas. La réserve, on aura toujours besoin. Il nous tarde, oui.
Ouais. J'espère qu'il aura une porte de Mais sortie. il est encore là, je pourrais faire le challenge espoir. La Danone Cup. Voilà. On en parlait la semaine dernière. On parle d'un autre qui ne joue pas beaucoup, voire même pas du tout, c'est bien sûr Alex Dominguez. Les soupçons d'emploi fictif se renforcent pour lui. Encore et toujours vissé sur le banc de touche lors du nul 2-2 d'Eibar contre Saragosse. François Fillon et Marine Le Pen ont manifesté leur soutien inconditionnel. Et il lui conseille également de prendre un bon avocat, contrairement à eux deux, qui n'ont pas fait un très bon choix sur ce coup-là. Donc voilà, le prêt le moins productif de l'histoire, puisqu'il a joué tout simplement 0 match avec Eibar, c'est dramatique. Un commentaire, non? Je suis tout est dit pour lui. Très triste Le pour lui. silence reste du Clément, quoi. Ouais. Oui, choix de carrière. Bah écoutez, on va passer au troisième de nos faisans préférés, bien entendu. Je veux parler de Saïd Amoulic. Alors je pourrais vous parler de vous, mais on me fait signe dans l'oreillette que... On s'en fout. Je m'en fous. Je m'en fous. Voilà, c'est à peu près mon résumé sur Saïd Amoulic cette saison. De toute façon, il n'y avait rien d'intéressant à dire, puisqu'encore une fois, il n'était pas dans le groupe de son équipe lors du match de ce week-end, que du coup, j'ai même pas pris la peine de noter le score et tout, parce qu'il n'était pas là, donc on s'en fout. Donc, en signe de protestation, et vu qu'il a une bonne tête à jouer dans des films, je l'ai pris et je l'ai mis à la place de personnage de Western Spaghetti. Donc, c'est Fazana, le nouveau gunslinger de l'Ouest. Donc j'ai quelques films à lui proposer avec lui, je pense qu'il sera peut-être un meilleur acteur qu'un joueur de foot. Donc j'ai Django défie Fazana, 4 pour Fazana, Fazana dans la vallée des vautours, Fazana si ton bras gauche le gêne, coupe-le, on peut l'adapter avec si ton pied droit le gêne, coupe-le. Bonne funéraille Fazana, l'ami Perra. Je tiens à dire que c'est tous des vrais titres. Dépêche-toi Fazana, moi je m'appelle Trinita. Et enfin, Alléluia et Fazana, fils de 3 points de suspension. Oula. On embrasse Fredo, du coup. Tout à fait, on embrasse Fredo et on embrasse également Saïd, voilà, qui aime bien, châtie bien, comme on dit. C'est que de l'amour, c'est que de l'amour. Et si c'était lui le 9 qui nous amenait en Coupe d'Europe l'année prochaine? Et bien peut-être. L'histoire serait quand même très très belle. J'y crois pas une seconde. L'histoire serait très belle, elle serait très improbable aussi, mais elle serait très belle. S'il nous amène en Coupe d'Europe, c'est qu'il s'est reconverti chauffeur Flixbus. Il n'y a pas de solution que ça. Je tiens à dire, je suis tombé sur les images l'autre jour, j'avais oublié, mais Saïd Amoulic a joué à Annecy en demi-finale de Coupe de France. Oui. Et il a fait partie de l'équipe qui a été chercher la qualif au bout du bout. Oui. Voilà. Donc, Il était juste sur le terrain. il était sur le terrain. Il a une Coupe de France. C'est acte de présence. Il a une Voilà. Coupe de France dans son palmarès. Exactement. Pour avoir joué 3 minutes. Si on Grand peut, joueur. si on peut lui laisser ça. Mais bientôt peut-être une carrière au cinéma du coup, Inch'Allah. Et on va passer donc à notre dernier faisant qui est César Gélabert, ton petit protégé Vincent. Alors pour l'instant on pouvait résumer comme ceci. Respect et robustesse. Respect et robustesse, Caius C+. Alors, les nouvelles sont bonnes. J'ai vu, j'ai vaincu, Veni Vidi Vici comme d'habitude. Veni Vidi, ça va. Vici, c'était un peu prématuré. C'était un peu prématuré, mais tout a changé. Aujourd'hui est un grand jour car César a marqué. Oh, c'est trop stylé. Oh mais ça je le clip mec. Mais ça je le clip. C'est magnifique. Oh là là. Oh incroyable. Vincent, enlève ses caleçons. Remets ses caleçons. J'ai pensé à vous. Il le mérite. César décisif. César qui nous sort un match de titan colossal, ou devrais-je dire de faisan colossal. Un but plein de finesse, une grande influence sur le jeu de son équipe lors de la victoire 2-1 de Riron dans le match de la peur face à Eldense, El Partido del Miedo. Ça faisait combien de temps que vous n'avez pas gagné 10 matchs, 15 Ça matchs faisait depuis décembre. Wow, ça fait 4 Début ans, décembre que ça enchaînait de nombreux un partout et puis quelques défaites par-ci par-là. Donc voilà, ça commençait à se rapprocher dangereusement de Eldense qui est le premier relégable. Donc ils reprennent un petit peu d'air, mais c'est pas non plus la folie. Et voilà, Gélabert signe son 2e but de la saison. Il est à 2 buts et une passe D en 33 matchs, dont une vingtaine en tant que titulaire. Donc c'est pas encore la folie, mais par rapport à ses petits collègues de près, c'est le meilleur. Donc ça rajoute au moins 1 minute dans la compile de fin de saison. Exactement. Oui. Et puis il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et c'est qu'il a, c'est le talent.
Tu nous racontes des salades hein, avec César. Oh, magnifique, Joli, très magnifique, joli. magnifique. J'ai un peu la gerbe là. Ah, J'ai je un l'ai aussi. Allez. J'aurais pas mieux. on enchaîne dans J'aurais pas mieux. J'aurais pas mieux. Merci d'avoir ajouté des vannes à ma chronique. Écoute, on essaie de meubler comme on peut. C'est vrai. Chronique exceptionnelle, un mardi de plus. Quand on l'annonce bien, c'est encore mieux. Bon, peut-être la semaine. Ça fait 2 fois en plus que tu me fais le coup. Hein. Ouais, mais tu vois, l'habitué du vendredi que je suis, c'est parler foot. J'oublie de rire et de me détendre alors que c'est fait pour ça. C'est vrai.